Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12, le Zénith de ce lundi 4 février 2019. David Eyenge et Théodore Tchopa ont donc recouvré la liberté vendredi dernier après avoir passé 4 nuits en détention dans les locaux du GSO, groupement spécial d'opération à Yaoundé. Les deux reporters en service au quotidien le jour avaient été interpellés le 28 janvier dernier, ici même à Douala. Ils étaient allés, comme vous le savez, au domicile d'Albert Nzongan dans le cadre de l'exercice de leur métier, disent-ils. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est dit autour de cette incarcération de ces deux journalistes, entre liberté de la presse et attitude du ministre de la Communication René Sadi, mais également le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. On va également disséquer le communiqué du président du CNC Peter Essoka pour bien comprendre de quoi tout cela retourne. Faudrait-il que les journalistes camerounais s'asseyent désormais dans leur salle de rédaction et attendent les communiqués du gouvernement pour attester des faits vécus au Cameroun? C'est là toute la question qui se pose aujourd'hui. On parle également des symboles nationaux avec évidemment cette rumeur ou encore cette parole qui a beaucoup donc été commentée sur les réseaux sociaux il y a ce week-end. Est-ce que la photo du président de la République est une armoirie? C'est toute la grande question qu'on se pose. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller chercher ce que c'est que les symboles de la République savent qu'on compte les armoiries, oui, l'écu et les armoiries. On compte également l'hymne national, la devise du Cameroun et tous les autres symboles. Donc c'est là également toutes les incongruités qu'on peut noter au sein des paroles, des propos de nos hommes politiques camerounais. On va également évoquer ce matin, madame, monsieur, ce début de semaine avec le MRC qui continue évidemment à subir les affres de ce qu'on appelle la répression des libertés. On sait que la marche de samedi dernier a été annulée pour des raisons stratégiques, nous dit le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Eh bien, tous ces sujets et d'autres seront développés sur ce plateau, madame, monsieur, avec vous, monsieur Mbachou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Legou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier, mieux, spécial à tous les maires. Messieurs les maires, lorsque vous envoyez vos brigades de contrôle sur ou dans la rue, ne leur remettez-vous pas un ordre de mission avec les signatures et dates du jour? Comment comprendre qu'on retrouve des gens contrôlés, demander l'assurance, demander les cartes, alors qu'ils n'ont pas d'ordre de mission? Mieux, que l'ordre de mission qu'on leur a remis date de 2018, alors qu'on est en 2019. Jusqu'à quand ce type de faux va continuer à persévérer? Monsieur Mbachou Chalamel, qu'on va retrouver, madame, messieurs, tout à l'heure, lorsqu'il sera 10h30. Vous avez rendez-vous avec la colère de Chalamel. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Et bien sûr, on va revenir sur cette libération de David Eyenge et bien sûr de Théodore Tchopa dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On fera également un tour à Bouya si effectivement on peut encore pour ce lundi parler de ville morte ou pas, avec justement l'inquiétude même des populations qui vivent toujours dans la psychose. Eric Fopoussi pour ce lundi 4 février. D'accord. Très bien. Rendez-vous à 11h05 au cœur du 10-12 le Zénith. Madame, messieurs, pour Florazé et la revue des réseaux sociaux, évidemment. On va dire bonjour sur ce plateau ce matin à Vumoro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je viens sur la libération de deux personnes. Mais cette fois-là, c'est des Ivoiriens. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Pourquoi les juges de la Cour pénale internationale exigent des conditions pour des gens qui sont acquittés? Est-ce que ce n'est pas l'État ivoirien qui les a déférés à la Cour pénale internationale? Est-ce que l'État ivoirien s'est refusé de les déférer une autre fois au cas où il y aurait un procès en appel? Pourquoi
exiger de telles conditions? Gbagbo et Blé Goudé ne peuvent-ils pas venir en Côte d'Ivoire en attendant d'éventuels procès en appel? Merci. D'accord. Alors, il y en a qui se posent des questions à savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a été libéré avec son ex-ministre de la Jeunesse, Blé Goudé? Oui, ils ont été libérés ensemble, mais ce qui se passe, c'est que la Belgique, qui est le pays qui s'est proposé d'accueillir les deux Ivoiriens, la Belgique, donc, où actuellement Blé Goudé est en, on va dire, un passage de procédural pour évidemment être accueilli sur le territoire. Mais Laurent Gbagbo, pour lui, c'est facile parce que Laurent Gbagbo est officiellement polygame et donc sa deuxième femme vit en Belgique. Donc ça a été plus facile pour lui d'aller donc en Belgique retrouver sa deuxième femme. Donc pour ceux qui ne savent pas, Laurent Gbagbo, il est polygame officiellement, donc il a une femme en Belgique. Madame, Messieurs, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse, c'est là. Donc le premier rendez-vous de l'émission de ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. On va faire un saut à Nebel Aviation. Une femme en colère qui a dit: je me tue, je tue tes enfants. Tout Nebel est sorti hier. Que je me tue, je tue tes enfants. Si tu ne m'épouses pas, tu vas me dédommager. Et si tu ne me dédommages pas, tu vas me remettre mes 10 ans perdus. Je ne peux pas jeter 10 ans dans l'eau. Hey, le chef du quartier, même de kilomètres, s'est allé là-bas, il n'y a pas moyen. Jusqu'à présent, j'ai fui de prendre le téléphone. C'est une dame qui a vécu avec un homme dans la maison, plus de 10 ans même. Parce qu'elle m'a dit que si elle veut même compter, elle dit que si elle commence à compter, avant, quand ils draguaient encore, comme ils étaient ensemble, ça va faire même 12 à 13 ans. Ils ont fait 2 enfants. Ils habitaient dans la même maison. À un moment donné, ça n'allait vraiment plus. Tous les jours, la tension, tous les jours, les injures, tous les jours, les problèmes, tous les jours, le tu as fait que, le tu as fait que, ça a fait que, ça a fait que. Elle ne se sentait plus en sécurité. C'est où elle est partie. Elle a libéré la maison, partie rester chez eux. Monsieur n'est même pas venu négocier. Mais il s'occupait carrément, il s'occupe des enfants. Pour ça, elle m'a dit que concernant la ration de ses enfants, il donne l'argent de la ration du mois. Quand les enfants sont malades, il les amène à l'hôpital. Les enfants n'ont aucun problème. Mais le problème, c'est elle et leur père. Étant chez eux, elle croyait que ça devait même négocier pour que la famille vienne la chercher. Et rien. Personne n'est venu. Il ne l'avait pas douté. Même épousé, rien, il n'avait rien fait. C'était seulement le vieux, on reste mère de 2 enfants. Ce qui la ronge encore, c'est qu'elle part de la maison parce qu'elle a su que son époux, bref, le père de ses enfants, entretenait une relation avec une autre fille dehors. Quand elle est partie de la maison, le gars est parti doter la fille. Et à l'heure que je vous dis, la fille vit chez le gars. Elle a débarqué hier matin avec ses 2 enfants. Elle a dit: je me tue, je tue tes enfants et tu vis l'amour. Parce que la fille, depuis qu'elle est là-bas, elle n'a même pas encore porté la grossesse. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Le mot qui est sorti dans la bouche du père des enfants hier, c'était seulement que fais ton possible. Si c'est ça qui t'arrange, fais comme tu veux. Il y a des hommes qui sont durs de caractère ici de père. Oui, et c'est bien. Comment ça? C'est bien parce Une femme en colère te dit: je me tue, je tue les enfants. Tu dis: fais ton possible. Si c'est ça qui va t'arranger. Elle ne dit pas ce qui est passé entre eux pendant les 10 ans. Au lieu de la... Elle a dit qu'à un moment donné, ça n'allait plus. Il y avait plus la tension, il n'y avait plus l'entente, il n'y avait plus l'amour. C'était seulement là comme ça. Et quand elle a su qu'il avait une autre petite, elle a dit: non, au mieux, je vous libère. Elle les a libérés. Il n'est même pas venu demander les excuses. Voilà où l'amour est fait. Elle dit que où elle est là. Elle ne peut pas jeter ses 10 ans dans l'eau. Soit le gars l'épouse, soit le gars la dédommage. Tu comprends ce que je dis? Mais ce qui me ronge encore, c'est que hier, quand elle a dit ça, étant un homme, il pouvait même, au nom des enfants, elle a dit: ouais, maman, laisse. Je sais ce qu'elle veut faire. Mais il a seulement dit: fais ton possible si c'est ça qui va t'arranger. Mets dans ta tête que je ne t'épouse pas. Miracle. On débat le gens, c'est comment, Eric? 2 personnes tensionnées. Que non, fais ton possible si c'est ça qui va t'arranger. Donc, quand on meurt, là, on revient. Quand on meurt, là, c'est pour revenir quand? On ne revient pas. Tu constates qu'une femme en colère, au lieu de la ramener,
De lui dire que ouais mon bébé, comme tu vois là, mais tu dis carrément que non, fais comme tu veux, fais ton possible, je ne t'épouse pas, fais ce qui te plaît. Moi, mais c'est parce que comment on dit pas le jazz en français ou en anglais ou en patois même. Pourquoi pas? Je vais me traduire ça comment en patois, je ne sais pas. Deux tensionnés qui veulent ôter la vie à mon français, à deux innocents. Elle dit que devant mon cadavre, tu vas venir témoigner, dis ce que tu avais fait. Même devant le cercueil des enfants, tu vas venir témoigner ce que les enfants là t'ont fait. Même étant en enfer, le diable ne va pas m'en vouloir. Eric, continue, pardon. Une femme en détresse. Je n'ai même pas envie de rire aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vu hier, je ne peux plus revoir ça. Voilà, on a l'occasion ce matin d'éclaircir certaines situations, de faire en sorte de clarifier des situations qui paraissent encore sombres, incompréhensibles pour certaines personnes. Cela pour dénoncer l'attitude de certaines jeunes femmes. Je ne sais pas si elles réagissent souvent par naïveté ou c'est parce qu'elles ne veulent rien comprendre. Il est quand même difficile de rester chez un individu pendant 10 ans et vous dire qu'il ne vous a pas encore marié, il fera plus tard. Donc attention, après revenir se plaindre comme on le voit dans l'histoire de ce matin pour dire que voilà, 10 ans de ma vie gâchée, 10 ans de ma vie auprès d'un homme. Normalement, au bout de 2 ans, quand vous rencontrez un monsieur, il faut déjà savoir sur quelle voie, sur quel pied vous dansez. Et donc, il y a des femmes, justement, qui prennent en otage des hommes qui refusent parfois de quitter la relation, même quand elles se rendent compte que ça ne marche pas. Et le plus souvent, d'ailleurs, elles le prennent pour complices, les parents du jeune homme, alors qu'elles savent très bien que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais. Et elles se mettent là, elles forcent. Et aujourd'hui, le résultat est que 10 ans après, le monsieur n'a pas changé d'un iota de ce qu'il pensait. Et donc, on arrive à une potentielle meurtrière parce qu'elle est en train de menacer de mort, vous imaginez, un homme et des enfants. Donc, on appelle ça meurtre avec préméditation. C'est passible de la peine de mort. Et il faut le dire parce que les gens ne comprennent pas très bien sur quel pied danser lorsqu'on parle des relations avec les hommes, le concubinage et tout ce qui va avec. Lorsqu'on a décidé de vivre une certaine manière, on doit en assumer les conséquences. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors ça c'est pour planter le décor comme on dit. Je commence par vous, Boro Bengan, ce matin. Qu'avez-vous à dire? Non, 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que cette femme savait bien qu'il ne pouvait pas se marier, qu'elle ne pouvait pas se marier avec ce monsieur. Première chose. Deuxième chose, ce monsieur me semble assez honnête, parce qu'au moins, il n'a pas perdu de temps, comme ma fille tendance à lui nous faire croire pour la première qui aurait perdu 10 ans, il aurait jeté 10 ans dans l'eau. Non, il n'aurait pas perdu parce que c'est un monsieur sérieux, il cherchait à avoir une femme, il a eu cette femme-là en allant doter la deuxième qui constitue. La troisième chose, c'est que, regardez effectivement cette femme, désespoir de cause, elle va même jusqu'à proposer, je ne sais pas si c'est juste pour la pression ou quoi, mais à parler de la mort, de son suicide à elle et de l'assassinat de ses enfants. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, vous avez énoncé un aspect tout à l'heure, et c'est ça qui est primordial. Le viens, on reste dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les situations qu'on appelle l'umbom, il y avait même les raps. Il arrivait dans des familles qui se lavent au sein d'une même rivière, et se disait, ou même il y a les fréquentations qu'il y avait pendant les marchés périodiques. Il arrivait que, bon, une congregation décide que, dis donc, on ne peut pas, il part arracher une femme, on l'amène, mais il y a également les situations où une femme était amoureuse, une fille, auprès d'un garçon, bon, et par des méthodes, j'allais dire, on ne vient pas voir officiellement les parents, la fille se retrouve chez le garçon. Mais là, la famille a l'obligation de faire signaler la présence de leur fille chez l'autre famille, dans l'autre famille. Et on s'arrangeait donc à les doter. Mais ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui cause problème? C'est que cette fille-là, qui est dans le viens, on reste,
ne s'est pas accommodée de la vie, de la famille qu'elle envisage intégrer. Elle reste souvent, ces filles-là, avec l'idée que le mariage, c'est nous deux. Il y en a même qui vont jusqu'à exiger, si le garçon vit avec ses sœurs, ne parlons pas, s'il est toujours dans la maison familiale, dire « moi je ne peux pas rester avec mes belles-sœurs, je ne peux pas » et tout bon. Et le garçon, au contraire, il est obligé donc de commencer à prendre des décisions. Parce qu'en fait, qui marie la fille? Et cette fille doit être dans ce genre de schéma. Elle a oublié que l'appréciation de son mariage ou pas avec le garçon vient des sœurs du garçon. Parce que c'est elles qui te dansent, qui viennent te danser. Et elles qui vont faire tous ces youyou, qui vont t'accepter, qui vont t'accueillir. Mais quand on ne l'intègre pas, malheureusement, ça aboutit à des situations pareilles. Et vous avez vu que l'homme a une position tranchée. Ça veut donc dire que pendant longtemps, ils savaient tous les deux, la fille en premier, qu'il ne devait pas avoir de mariage. Voilà. Il s'est dit, bon, si on fait un enfant, on dit souvent que le mariage, du moins un homme qui a fait un enfant avec une fille, ce mariage continuera. Elle en fait deux. Donc voilà les erreurs à ne pas commettre. Et d'ailleurs, on se rend compte que ces erreurs sont répétées. Hein. Certaines femmes pensent que c'est en faisant des enfants aux hommes qu'elles parviendront à les tenir. Oui, à tenir l'homme. Oh, c'est faux. Vous n'êtes même pas encore accepté dans la famille. Il faut savoir lire sur le visage de votre belle-mère, sur le visage de votre belle-sœur, si elles sont là. Comment intégrer? Puisqu'en fait, c'est votre belle-mère qui va vous céder sa cuisine. Mais lorsque vous venez avec des idées du genre « je m'en fous des belles-mères », donc ça donne des situations compliquées à l'avenir. D'accord. Malheureusement. Ok, alors Charles Hamel, l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Vraiment, M. Eric Fopoussi, il faut dire ici que ce couple n'avait pas de problème. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait des soucis d'extériorisation. La femme. La femme vivait dans une bulle. La femme faisait des scénarios hollywoodiens. La femme t'aidait à l'écart son mari. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque la femme explique à tendance en disant ça n'allait pas, à un moment donné ça n'allait pas, ça butait, ça ne donnait plus entre nous, j'ai préféré partir. L'homme ne l'a pas jeté dehors. L'homme n'a pas ramassé ses effets. C'est elle qui a tiré les conclusions de son film, qui a choisi la fin de son film. À une certaine époque, on savait que regarder un film d'Alain Delon, c'était regarder le film où l'acteur mourait à la fin. Alain Delon, oui. Oui. Regarder un film de Bruce Lee, c'était regarder un film d'un acteur qui n'encaissait jamais les coups de poing. Chacun se faisait son idée. Donc voilà une femme qui a écrit son scénario. Et dans ce scénario, M. Rifopoussi, elle sortait gagnante parce qu'elle faisait justement comme Florazé. Ça ne va pas, je me bats. Ça ne va pas, je me tire. Elle s'est tirée, M. Rifopoussi. Sans savoir que le temps qu'elle avait attendu était plus long que le temps qui lui restait à attendre. Oui, absolument. Sans savoir que le temps qu'elle avait attendu était plus long que le temps qui lui restait à attendre. Aussitôt sorti, une autre a été dotée. Et c'est là où je félicite cet homme, M. Rifopoussi. Ça, c'est un bantou. Ça, c'est un vrai bantou. Que les femmes ne restent pas, elles ont l'impression que le jour que je m'en vais, le derrière va rester vide. Non, non, non. Pendant que vous êtes là, l'autre est déjà là. Il faut maintenir les équilibres dans la vie. Pendant que vous êtes là, l'autre est déjà là. Et elle vous guette. Vous vous imaginez. Donc le jour que vous commettez l'erreur, M. Rifopoussi, on vous remplace. Voilà ce qui a été fait. Lorsqu'elle donc, elle constate que elle a été remplacée valablement. Elle joue sur l'argument de la procréation.
Mais elle est consciente du bonheur que vit son mari désormais. Il n'a plus une femme qui chiale beaucoup. Il n'a plus une femme qui bavarde beaucoup. Il n'a plus une femme qui pleure. Qui chiale beaucoup, monsieur, il faut pousser. Non, mais c'est un gros mot, ça. Hein? On n'a plus une femme. Monsieur, il faut pousser. C'est un gros mot, quand monsieur, même. il faut pousser. Vous n'êtes pas resté auprès d'une femme qui bavarde matin, midi, soir, matin, midi, soir. Qui bavarde dans vos oreilles, qui vous tue le pied des oreilles. C'est une expérience à ne pas souhaiter. À ne pas souhaiter, monsieur, il faut Mais pousser. Charles, mais la À femme... ne pas souhaiter. La femme idéale est où? Mais indiquez-nous le magasin. Elle est où? Elle est dans quelle société? Elle est comme vous. Elle a choisi partir. Elle est partie. Elle se rend compte que le monsieur est une bonne femme désormais à la maison. Ah, d'accord. Elle décide, après des mois, de revenir. Elle revient, donc elle se rend compte qu'elle est face à un mur. Parce que le monsieur a doté cette femme, elle est dans la maison. C'est là où elle a souvenance des dizaines d'années qu'elles ont passées. Elle a souvenance du temps qu'elles avaient vécu. Elle a souvenance de l'amour qui avait semblé exister. Elle se remet à réécrire un autre film. L'amour bis, Roméo et Juliette. Est-ce possible? Voilà le titre du film. L'homme lui dit, ça ne peut plus se faire. L'homme lui dit, ça s'arrête ici. Elle dit, ok, comme c'est comme ça, je me tue, je tue tes enfants. En fait, ce n'est pas elle, monsieur Rifopoussi. Ce n'est pas elle le problème. Elle-même, maintenant, le deuxième problème en face, le chantage sur les enfants. Or, le monsieur s'occupe proprement et normalement de ses enfants. Donc, voilà un homme responsable. Voilà un homme à féliciter. Voilà un bantou à féliciter. Et voilà une femme à qui on devrait dire, rentre encore à l'école de la vie. Rentre encore à l'école traditionnelle. Apprends quel est le rôle de la femme dans un foyer. D'accord. Je le dis, et je le dis parce que les femmes nous regardent aujourd'hui. Monsieur Luc Fopoussi, beaucoup de femmes vivent, mais elles ne maîtrisent pas le rôle de la femme au foyer. Ayez vos doctorats en philosophie, vos doctorats en chimie, ou je ne sais pas, nucléaire, et vos doctorats en histoire, je ne sais pas moi quoi, lorsque vous entrez dans le foyer a ses règles. Les diplômes sont à la porte. Les règles du mariage sont en place dans le foyer. Donc, vos doctorats, gardez-les. Comme vivre 10 chaque homme a une façon. Merci, chaque ménage a une façon de fonctionner. Pliez-vous. Le bonheur du mariage, c'est se plier, c'est supporter. Et le maire vous le dit. Ok, c'est compris. Alors, Florazé, l'autre élément qu'on doit relever dans l'exploitation de l'histoire de ce matin, il faut bien voir qu'il y a une chanson qui est reprise en boucle, depuis quelques mois déjà. Il s'agit de Salatiel, Rembourse. Pour ceux qui ont écouté, il chante disant que toutes ces années que je t'ai confié rembourse, chérie, je me rembourser ma beauté et tout ça. On veut dire, c'est une chanson qui est dans l'air du temps. D'ailleurs, c'est bien que ça épouse la thématique de ce matin, puisque la femme en question est dans est dans un chantage tout à fait clair. Alors, est-ce que vous ne vous dites pas quand même que c'est un peu de sa faute quand même? Oui. Oui, Eric Fopoussi. Et en tout début, j'épouse totalement votre propos à l'entame de l'histoire du jour. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vivre 2 ans, et 2 ans avec un monsieur, faire même un enfant et ne pas savoir où vous allez. J'ai rappelé à Charles Hamel que dans vos principes de bantou dans le mariage, dont vous ne mettez pas l'amour. Donc ça veut dire que ça répond à suffisance à nos interrogations sur justement le rôle de l'homme bantou dans nos familles. C'est-à-dire qu'il met l'amour de côté, c'est son orgueil d'homme qui est mis en avant. Parce que dans le propos de Charles Hamel, nulle part il ne parle de dialogue, nulle part il ne parle d'amour. Mais Eric Fopoussi, quand on se met ensemble, il faut un peu de sincérité et d'honnêteté. Quand vous constatez que vous êtes avec une femme, il n'y a plus d'atomes crochus, il n'y a plus cet idéal que vous avez eu d'elle. Pourquoi ne pas être réaliste? 10 ans à passer avec une femme et des enfants, et un matin, Charles Hamel me dit, elle est partie et une autre a récupéré. Non, la faute à la femme, pourquoi? Parce qu'on est souvent dans certaines relations, on se dit que le mariage est une fin en soi. Vous constatez que ce matin, le mariage n'est pas une fin en soi. Des femmes sont prêtes à donner leur vie parce qu'elles veulent aller en mariage.
quitte à aller vivre le martyre dans des relations qui ne respectent pas leur dignité. Et maintenant, cette dame n'a que ses yeux pour pleurer. Et pourtant, au départ, si peut-être elle avait même respecté peut-être les avis ou les conseils de sa famille, parce que justement, souvent on va en aventure et on met de côté les conseils, le rôle même que la famille joue souvent dans nos vies. On peut pas aller s'engager dans une histoire sans issue. 10 ans, parce que justement, dans ces relations, le temps passe si vite. Vous faites 3-4 gosses et vous passez 10 ans dans rien, c'est le néant. Et puis un monsieur, un beau matin, comme Chalamel dit, à 11e année, il va prendre une autre dame. La faute n'est pas à cette dame. Qu'il ait une maîtresse avant 5 ans, 6 ans. La faute est à la femme. Donnez-vous de la valeur. Respectez-vous et l'homme va vous respecter. Ne dites, et aux hommes, ne pensez pas que quand vous venez prendre en mariage des femmes, c'est que vous venez nous sauver. Vous ne nous sauvez de rien. Le mariage n'apporte rien. Si le mariage apporte quelque chose à une femme, de la stabilité, de la responsabilité, ça vous apporte également beaucoup d'honneur, chers messieurs. Donc, il faut que les femmes le comprennent et l'intègrent. Et il faut pousser pour qu'on sorte de la raillerie, pour qu'on sorte de manque de dignité et des femmes qui souffrent dans des foyers. Maintenant qu'on a voilà une relation de 10 ans, les pauvres gosses qui n'ont pas demandé à naître et qui vont vivre dans une situation hors de la cellule familiale. Situation chaotique. Oui, les enfants n'ont pas demandé à naître. Voilà. Même ça, je l'ai toujours dit, un mariage et une relation, ça se prépare. Au bout d'1 an ou de 6 mois même, vous pouvez être avec une personne, quand vous constatez que ça n'a pas marché, qu'il ait de l'argent ou pas, stop à la relation. Mais qu'est-ce qu'il y a donc à ces femmes de signer l'Indien, de rester là, de coller, c'est ça le problème. De vous regarder. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on est deux dans une relation et on devient comme des bandits. Oui, Chalamel dit chez bandits, on se guette mutuellement et il n'y a plus de sincérité. Je dis au bout de 2-3 ans, il n'y a plus de sincérité qui tienne. Tant que l'homme n'a pas respecté ses engagements, parce que je suis désolée, messieurs, si vous voulez qu'à présent, Chalamel, on vous dote, on va le faire. Mais un monsieur, bantou, comme vous le dites, c'est lui qui va vers la femme. Hein? C'est lui qui va, sa famille, qui vient doter la femme. Donc, il y a des engagements qu'il faut respecter. 2 ans, monsieur, si vous ne pouvez pas être avec madame, et déjà, elle ne vit pas sous le même temps que vous, elle est encore chez elle ou dans sa famille. Et c'est là-bas, en tant que bantou, Chalamel, c'est là-bas que vous partez appeler votre femme. Et vous respectez le cadre traditionnel, culturel que vous défendez tant. Mais malheureusement, Chalamel veut nous montrer que les bantous, non, c'est faux. Les bantous connaissent le rôle de la femme, le véritable rôle. Les bantous sont des hommes qui câlinent la femme, qui aiment la femme. Mais c'est à l'opposé de ce que Chalamel... c'est à l'opposé de ce que Chalamel évoque ce matin. Non, c'est à l'opposé de ce que Chalamel évoque ce matin. On va me dire que le dommage tout existait, c'est très tout, mais je vais le dire. Mais les femmes avant avaient confiance en elles. Je dis que soit l'homme était polygame à la base, on le savait, mais vous allez voir des relations dans le concubinage qui a 30 ans, 50 ans qui ont vécu. Les femmes étaient heureuses, oui, parce qu'il y avait de la sincérité. Un homme n'allait jamais répudier une femme 10 ans après pour aller prendre une seconde femme. Non, c'est aujourd'hui qu'il y a un peu de la tricherie. On ne parle pas de bantou. Mais je vais vous dire, il y a de faux bantous. Monsieur, merci Florazé. Il y a des faux bantous. Florazé a prononcé mon nom 7 fois. 7 fois dans ses propos, je comptais. Non, oui, parce que... Non, permettez-moi, vous êtes exprimé. Permettez-moi. Les femmes vous regardent. Monsieur Eric Fopoussi. Et vous voulez nous apprendre notre devoir que nous connaissons, que nous maîtrisons déjà. Florazé parle avec beaucoup de passion. Mais oui. Nous parlons de bantou, monsieur Eric Fopoussi. Si cette femme avait respecté le principe de mariage, Florazé, elle ne ramasserait pas ces choses pour sortir de la maison. Non, à 2 ans. S'il vous plaît, Florazé, elle ne ramasserait pas ces choses pour sortir de la maison. Elle appellerait les chefs de famille des 2 en disant, papa, maman, je suis dans cette maison depuis 10 ans. Mon statut, c'est lequel? J'ai fait 2 enfants. Voilà la procédure traditionnelle. Florazé, 10 ans, Chalamel, 10 ans le concubinat, mais c'est une femme qui a tout vécu dans le foyer. C'est une femme qui a tout vécu. Je dis bien, c'est ça. Elle n'a plus rien à prouver dans cette relation. Vous nous entraînez très loin. Mais c'est un bandit. Permettez aux téléspectatrices qui regardent de pouvoir comprendre. Monsieur Eric Fopoussi, elle convoque les 2 familles, les 2 chefs de famille. 10 ans après. En disant que j'ai passé 4 ans.
J'ai passé 5 ans. D'accord. Elle ne ramasse pas ses bagages pour sortir de la maison. Lorsque la femme décide de ramasser ses propres affaires pour sortir de la maison, parce que rien ne lui appartient sur le plan légal. Le mariage. Ah, désolé, rien. Elle rompt le principe. Rien ne lui mariage. En termes de droit. Non, il y a le vrai mariage à la main. Le vrai mariage. En termes de droit. Vous deux, ça suffit. Vraiment, on a largement voilà, perçu Je ne ce que suis vous voulez même dire. pas- je on ne va, suis on va même demander pas à Tendance. exprimé. Non, Charles, on Monsieur. va passer à Tendance Kenyé qui va évidemment réagir. Il y a d'abord un gros mot que vous avez prononcé. J'ai écrit. Richal. Chialer. C'est quoi là, Richal? Vous allez que me dire ce que ça veut dire avant que j'entre dans mes propos. Il a dit chialer. 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 Peut-être que Chalamé. Chialer veut dire quoi? Je comprends pas. Orientez-moi. Peut-être qu'il transforme la femme en un animal. Donc, animal, hein? Oui. C'est un mot qu'on va barrer. J'espère que vous pesez vos mots, Florence. Non, mais attendez. J'espère que vous les pesez vos mots. Au-delà du fait que nous soyons à la télévision, j'espère que vous pesez vos mots. Si c'est comme Voilà, ça, si vous pesez vos mots là. Laissons le mot. Vraiment, oui. Maintenant, 10 ans de vie avec un homme sur un même toit. Maman, tu t'attendais à quoi? Tu partais où? Qui part à la chasse perd sa place. Ça ne sent pas la rose partout tous les jours. Dans tous les foyers, il y a les problèmes. Et où tu es la maman, il ne va pas lui laisser celle qui est à la maison. Hein. C'est mieux d'aller doucement, de le supplier pour avoir l'autre. Non, elle doit. Non, pas Merci, ma fille. elle doit se rabaisser. Merci, Pendant 10 ans, Merci, pour Tendance. conclure, l'homme Merci, est Tendance. allergique au bras de fer. Vraiment, Merci, si on Tendance. continue comme Ces ça, hommes-là sont les bébés. Ils aiment qu'on leur flatte. Merci, Merci, Tendance. Je sais qu'en te flattant, mes enfants vont manger, te flattent. moi. Merci, Tendance. C'est toi qui l'as poussé à aller doter une autre. Merci, Tendance. La preuve, il n'a pas fait un avec celle-là, il est parti la doter. Voilà. C'était mieux de patienter, maman. Il y a les filles dehors comme ça, mais il n'y a pas de Merci, femme de Tendance. foyer. Tu vas tourner. Celui-ci va venir t'amener, te donner une bière, elle t'amener au soya. Après, c'est que, non, c'est une gars aussi comme ça. C'est la mère des enfants de quelqu'un. La femme vraie doit se soumettre. Les hommes n'aiment pas quand ils parlent, madame parle. Vous voulez que vous parlez comme... Vous voulez que je meure avant mon jour? Maintenant, oui, tu viens faire le chantage. Je ne sais pas si c'est le diable qui t'a poussé à dire que tu te tues, tu tues les enfants. Retire-moi ce mot. Retire ça rapidement et vite. Quand tu dis ça, ça montre un peu quel genre de femme tu étais avant qu'il t'ait épousé. Ne donnez jamais raison à l'homme. Oh là là. Je vous ai dit ça fatigué. La femme ne doit jamais donner raison à un homme. La preuve, dans les maternités, ce n'est que les femmes qu'on accouche. Très bon C'est conseil, rare de Tendance. voir les hommes. Oui. Merci, tu as dit Dans ce que les je voulais maternités. dire. Merci, Tendance. Est-ce que tu sais que par exemple, Tu as dit ce que je dans le voulais dire. centre ou dans le sud, il y a Les des Indes. femmes travailleuses qui sont capables de te cultiver près de 3 Oui, à 4, 5 absolument, hectares. oui. Oui. Elles ne vont Tendance, pas en mariage. les hommes, non, je veux dire, les hommes aiment nous manipuler et nous transformer justement la en ce type. regarde. Non, Non. c'est que quand ils Elle tombent veut que sur une femme travailleuse, une femme qui va entretenir sa maison et tendance, ils t'utilisent, te manipulent. Et après 10 ans, ils te huent. Voilà le tendance. langage. Moi, regarde, Voilà c'est le ça. langage. Non. Voilà le langage. on sait que Oh les là hommes là. sont 10 ans comme ça. après, On sait que les Oh là hommes sont là. comme Mais ça. non, Maintenant, non. pour manager, être possible. bien dans son foyer, Oh là là. c'est de prendre ton homme, de te rabaisser. Merci, Pour que lui-même, Tendance. s'il dégamme, il faut te rabaisser, te soumettre. Pour que C'est même quand il pas dégamme là, possible. tu crois qu'il partait doter ça là parce qu'il voulait trop doter? Merci, Il ne Tendance. voulait pas trop doter. C'est parce qu'il t'a relevé un défi. Voilà. Tu es tombé dans ton propre piège. Voilà. 10 ans avec Mais deux il venait enfants. de Voilà. Il venait Non, de- bouge. Qui part, le caterpillar m'enlève de là. Merci, maman. Je pars où? D'accord. C'est ça. Merci, Tendance. Ok, Moi, merci. donc, tu me remets en bon état et pas. Tu me remets parce que quelque chose allait sauter sur moi. Quand tu accouches un enfant, quelque chose saute. Deux derrière, quelque chose saute. Même maintenant, je ne suis plus comme l'année passée. En Je tout suis cas, plus quand j'avais 20 ans. merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on pourrait se Pourquoi? poser quand on dit demande de Qui remboursement. perd à la chasse perd sa place. On rembourse quoi Il ne va même pas finalement? laisser celle-là. On va- La tristesse. On va tout de suite va même pas lire la quelques messages avec vous, Florazé, sur le plateau du 10-12, le Zénith de ce lundi 4 février 2019. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, il y a cette première réaction qui dit elle est partie parce que ça n'allait pas. Plus que pourquoi elle rentre encore, fini, c'est fini. Laisse, je ne laisse pas. Laisse, je ne laisse pas. Autre réaction, je crois que la femme se sent, elle s'est sentie, elle est tombée dans son propre piège, qu'elle accepte la réalité, c'est un mauvais choix d'accepter le vient, on reste. C'est Ousmane de Marois qui réagit ce matin. Une autre réaction,
La femme, on croit entendre parler du diable quand on parle de la femme. J'aimerais observer dans... voilà. Le bon Dieu est une femme. Autre réaction, rien n'est garanti, hein, même pas notre vie. Faire les enfants à un homme ne garantit pas sa place. Et à écouter cette histoire, ils étaient ensemble par contrainte. Donc, fallait une occasion pareille pour se séparer. C'est Jean de Mendon qui réagit ce matin. Si t'épouses, il va tout te menacer. Tu es obligé quelqu'un à t'épouser, maman. Une autre réaction ce matin. Si la dame n'aurait pas dû quitter la maison pour cause d'infidélité alors qu'elle n'était pas mariée. Autre réaction ce matin. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tout problème s'arrange dans la chambre. C'est Eric à Kolomisen qui Ok, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent très nombreux davantage à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Equinos Télévision, madame, monsieur, tout de suite, on va passer à autre chose. Après cette histoire du jour, place à la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des bouches d'incendie au Cameroun. Le Cameroun a mal d'incendie. Il ne se passe pas une année sans que l'on enregistre des séries d'incendies. L'an 2018 était par l'heure. Dans les ministères, dans les structures publiques et parapubliques, on a connu le feu. Ne citons pas les marchés parce que cela sera une redondance. Vraiment, dites-moi comment un pays comme le Cameroun puisse fonctionner comme la cour du roi Péto. À quoi sert la direction de la protection civile? Quel est le rôle de la communauté urbaine dans cette affaire de bouche d'incendie obstruée, bloquée et à sec? Comment comprendre que les municipalités ne soient pas partie prenante dans l'établissement d'un réseau de services d'incendie à travers le pays? Douala 3, Douala 4, Douala 1er, Douala 2, Douala 6. Avez-vous seulement des bouches d'incendie ou des poteaux d'incendie? Comment comprendre que la majeure partie des incendies ayant fait des ravages dans ce pays n'ont pas pu être stoppés parce que les bouches d'incendie sont obsolètes? Oui, au Cameroun, nous avons les bouches d'incendie de l'époque de Mathusalem. Obsolète, mieux vide. Comment comprendre que le système de réapprovisionnement en eau à la bouche d'incendie est aussi obsolète du fait qu'il ne met plus de temps que ne l'exigent les normes de sécurité? À quand remonte la dernière fois qu'on a changé, qu'on a assuré la maintenance des bouches d'incendie existantes? Faites un tour devant le commissariat de 7e et regardez la qualité de bouches d'incendie qu'on a de ce côté. Faites un tour à Double Balle, marchez Double Balle, allez voir le type de bouche d'incendie qu'on a de ce côté. N'essayez même pas d'ouvrir, c'est des rats qui vont s'échapper parce qu'ils ont fait leur nid. Comment comprendre que le système de sécurité de nos principales villes ne prévoit même pas de bouche d'incendie à quelques mètres de façon accessible dans les lieux publics? La norme recommande 5 mètres à côté de la chaussée. 5 mètres au bord de la chaussée, on devrait retrouver des bouches d'incendie dans des lieux commerciaux, dans des lieux publics et dans des quartiers populaires
où la proximité, la promiscuité se vit. Comment comprendre que les bouches existantes ne soient pas alimentées en eau? Comment comprendre qu'à chaque incendie, les pompiers sont obligés d'aller chercher l'eau à l'aéroport? Oui, à l'aéroport, c'est là où nos pompiers vont chercher de l'eau. Comment comprendre qu'à chaque incendie, les sapeurs-pompiers tardent, mieux, butent sur l'épineuse question du lieu où se situeraient les bouches d'incendie? On l'a vu à Bonamoussadi. On l'a vu au marché Congo. On l'a vu à Mbopé. On cherchait les bouches d'incendie sans trouver. Comment comprendre que l'ensemble des ministères de cette République, pour la moindre flamme, ont recours non seulement aux sapeurs-pompiers, alors qu'il existe une multiplicité d'alarmes incendie dans les rayons high-tech des pays qu'ils vont visiter? L'Assemblée nationale a brûlé, Dieu seul sait comment on a fait pour éteindre ce feu. Bouche d'incendie était où? Comment comprendre le fait que depuis plus de 50 ans, on ait développé le culte de la faille dans ce pays? Du genre, non-prévision du budget d'entretien ou détournement des fonds alloués à la maintenance des infrastructures et des équipements à tous les niveaux. Mise entre les mains des non-professionnels et très souvent de non-techniciens des structures de maintenance et de leur budget. Mieux encore, la réalisation des infrastructures et l'achat des équipements par des administrateurs ou des techniciens incompétents et corrompus. Voilà là où on se situe. Tant pis pour vous si un jour le feu déclenche dans votre quartier. Battez-vous, appuyez chez le premier voisin du coin. N'attendez surtout pas les bouches d'incendie, même comme on parle de réhabilitation. Et donc, on en parle encore ce matin de cette question qui, d'ailleurs, rejoint une autre question liée au transport de l'énergie électrique au Cameroun à travers les câbles souterrains et voir aussi que dans cela, on va évoquer le plan d'urbanisation de nos différentes villes et comment on ne respecte pas justement l'installation de certaines habitations qui au préalable donc s'installent sur des périmètres consacrés des bouches d'incendie. Donc toutes ces questions on va se les poser. Mais bon, Bengan, la question que l'on a envie de vous demander ce matin, de vous poser ce matin, c'est de savoir à qui devons-nous nous en prendre? Non, au gouvernement et au premier rang duquel deux départements ministériels. Il y a le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la défense. Parce que le problème d'incendie relève de la sûreté et de la sécurité. Et j'ai entendu dernièrement, apparemment, le Premier ministre a instruit qu'il travaillera désormais sur la base comment on l'appelle, des feuilles de route. Lettres de mission. Voilà, les lettres de mission, merci. Les lettres de mission. Donc, il doit avoir, Chalamel a énoncé une direction. Je ne sais pas si cette direction existe réellement ou si c'est seulement sur le papier. La direction de la protection civile. La protection civile, c'est au ministère de l'administration territoriale. Et pourquoi on parle de la protection civile? Parce que c'est lié à ce qu'il nous racontait également dernièrement avec le problème des marchés, les incendies dans des marchés. Mais le détachement des forces de défense et de sécurité qui est lié à ça, ce sont des sapeurs-pompiers. Et quand on parle de bouches d'incendie, en fait, c'est des vannes qui sont à des divers endroits stratégiques pour permettre d'y recueillir l'eau et sauver toute éventualité d'incendie qui existe. Et cette eau-là vient directement de ces canaux à partir des châteaux d'eau. Mais comment donc il existe, il a parlé de l'Assemblée nationale, effectivement, les sapeurs-pompiers, le détachement de sapeurs-pompiers de Yaoundé vous dit que non, ils ont été obligés de faire appel à l'eau qui était en réserve à l'aéroport d'Insimalène. Donc c'est vraiment terrible. Ça veut dire qu'en fait, qu'il n'existe pas l'eau et ça veut dire que le Cameroun n'est pas en sécurité. Et lorsque le Cameroun, un pays, n'est pas en sécurité en matière des produits de services de base qui relèvent de problèmes stratégiques, ça veut dire qu'en fait que nous sommes des citoyens morts. Nous sommes des citoyens morts. Et le drame,
c'est que ça se reproduit tous les jours. Si Mbopila, maintenant, je ne souhaite pas, je prends feu, tant pis. Donc, mais Chalamel a évoqué la question des budgets alloués à tout cela, le manque de formation de ceux qui sont chargés de faire tout cela. Est-ce que vous y voyez quelque chose à redire quand même? Non, oui. Les gens sont extrêmement bien formés. Et je vous dirais, l'Université fédérale du Cameroun, parce que je commence par là, a formé les premiers docteurs en sciences physiques spécialisés de l'hydraulique en 1974. Je dis bien les premiers docteurs en cette matière. Donc, les villes comme Douala, Yaoundé, Garoua et presque toutes les grandes villes du Cameroun, ça ont été des études. Est-ce qu'ils sont donc associés aujourd'hui, justement? Le drame, c'est cela. Oui. Le drame, c'est cela. C'est que même dans les édifices publics, vous vous rappelez sûrement de l'immeuble qui est à côté de la poste centrale, on l'appelait l'immeuble de la mort. Et comme les sapeurs-pompiers sont astreints à l'obligation de réserve, ils ne vous diront pas ce qui s'y passe. Et comment, j'allais dire, ils ont été écartés du processus de la construction de ce bâtiment, de réhabilitation de ce bâtiment-là. Parce que vous vous rappelez également qu'à un moment donné, quelqu'un avait bouffé l'argent, mais on a sorti un autre, d'autres fonds pour faire le rez-de-chaussée et le sous-sol et le rez-de-chaussée seulement, et c'était resté là pendant des années. Donc en fait, le seul problème qui se pose, c'est le problème de fonds. On ne leur donne pas de fonds nécessaires, et surtout avec ce fameux problème d'affermage ou privatisation ou liquidation, je ne sais pas comment vous l'appelez, et ce qui s'était arrivé avec la SNEC. Donc, il n'existe pas de politique nationale véritable en matière de sûreté et de sécurité pour ces problèmes-là. Alors, Chalamel, on a souvent entendu certains experts nous expliquer qu'on doit également pointer du doigt la population qui s'installe de manière désordonnée et qui souvent donc viennent sur des domaines où il y a des bouches d'incendie pour s'installer. Monsieur Eric Fopoussi, la ville de Paris, pour ne parler que d'elle, a 300 bouches d'incendie. Ça veut dire qu'en toute situation d'incendie, on éteint le feu rapidement, monsieur Eric Fopoussi. Il y a un comité de suivi qui s'assure chaque mois de ceci que on a de l'eau, des réserves d'eau dans ces bouches d'incendie, monsieur Eric Fopoussi, notamment 120 mètres cubes d'eau qui doivent être retenus dans ces différentes bouches d'incendie. 120 mètres cubes d'eau à raison de 60 mètres cubes d'eau l'heure. C'est-à-dire qu'on peut se pomper en heure. Donc en 2 heures, pratiquement, on est arrivé à terme. Mais qu'avons-nous souvent vu, M. Eric Fopoussi, dans le contexte du Cameroun, c'est que lorsque le feu déclenche, vous appelez les pompiers, ils vous disent on n'a pas d'eau. Soit ils foncent vers le Vouri pour aller aspirer de l'eau, soit ils foncent à l'aéroport pour aller se servir au niveau de l'aéroport, venir éteindre le feu et repartir puiser de l'eau. Voilà le spectacle dans lequel nous sommes parfois confrontés, M. Eric Fopoussi. C'est lamentable pour un pays qui se dit émergent ou qui pense être émergent d'ici 2035. Premier point. Deuxième point, M. Eric Fopoussi. Oui. Tous les marchés, lorsque vous entrez dans les marchés, on devrait sanctionner les présidents des marchés, on devait sanctionner les régisseurs de marché. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font construire des hangars là où il y a des bouches d'incendie. Vous arrivez dans un marché, il y a une bouche d'incendie, faites très attention, ça existe, mais on a construit un hangar. Qui s'occupe du suivi au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi? Des budgets sont alloués pour la maintenance et l'entretien. Où est-ce que ces budgets sont censés aller? Posez-vous la question. Je vous ai pris cet exemple du marché Congo. Je vous prendrai celui de Double-Balle où il y a eu un incendie, monsieur Eric Fopoussi. Les sapeurs sont arrivés, ils ont ouvert la bouche. C'était des rats qui sortaient. C'était sec, monsieur Eric Fopoussi, plein de toiles d'araignée. Comment est-ce qu'on a fait pour arriver là, monsieur Eric Fopoussi? Nous vivons, nous sommes dans le Wanda-Fulkistan, monsieur Eric Fopoussi. Un pays où, vraiment, je vous assure, tout surprend. Vous avez l'impression qu'on pense à tout, pourtant on ne pense à rien. D'accord, c'est compris. Alors, Florazé, que pensez-vous de cette question des bouches d'incendie, justement? Oui. Mais Bombok a cité 2 concepts très importants pour un pays. Quand il parle de sûreté et également de sécurité, c'est important. Mais on a l'impression que nos pouvoirs publics, en fait, sont tombés dans leur propre piège. Parce qu'en alimentant ou en faisant vivre la corruption,
on se retrouve justement dans un système où chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on peut vous citer justement des supermarchés, etc., des bâtisses qui se hissent tous les jours, hein, de façon, on dit de façon anarchique, mais encadrée justement par nos pouvoirs publics. Et du coup, tout a été relaté justement dans la colère de Charles Hamel. Aujourd'hui, quand et merci, je suis désolé. Beaucoup nous ont fait le procès de ce que nous avons sur ce plateau indiqué certains manquements de la communauté urbaine. On nous a dit que nous faisons un acharnement sur la communauté urbaine. Il faut juste expliquer aux gens que lorsqu'on veut avoir un permis de bâtir au Cameroun, les sapeurs-pompiers ont un rôle prépondérant dans le dossier. Oui, bien voilà. sûr. Il faut dire aux gens. Mais on est pris au piège. Parlant des immeubles, à quoi? Faites un tour ici à quoi par rapport aux immeubles? S'il y a un incendie par rapport aux immeubles, on est foutu. On crève. Issue de secours. Il n'y a pas de issue de secours là. On n'a rien prévu. Les ascenseurs, même lorsqu'on coupe le courant, tant pis pour vous si vous êtes à l'intérieur. Et c'est le mot justement que je cherchais, la prévoyance. On est dans un état qui ne prévoit rien du tout. D'accord. Ok. Ce que Charles Hamel a dit. Je suis un jour. Il y a un hôtel ici où était parti en entretien. On avait coupé la lumière, je suis calé dans l'ascenseur. Flora, c'est mon Dieu qui m'a sauvé le jour là. Tu m'avais raconté. Je t'ai dit ça, non, maman. Il y a le mot aussi où c'est intensteur ou c'est extincteur. Extincteur. Si vous prononcez pas. Je sais même qu'on éteint le feu avec. Dans les sociétés ici, il y a combien d'instincteurs? L'instincteur, tu as parlé, on a compris. Il y a des sociétés où on ne voit même pas l'instincteur là. Tu arrives dans une société, en temps, on doit avoir l'instincteur. C'est l'extinction. Tout à partout. Mais les sociétés où tu arrives, c'est là. S'il y a même incendie, par manque d'instincteur, les gens vont tous mourir. Mais quand même. D'accord. On parle comme ça, mais ce n'est pas. Voilà, madame, monsieur, pour ces bouches d'incendie, on va simplement le dire pour le regretter. Il n'est pas possible dans un pays comme le Cameroun que les sapeurs-pompiers aillent puiser l'eau au Vouri pour venir éteindre le feu. Et pourtant, nous savons tout ce qu'il faut faire. On va marquer une pause pour ce programme. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie du 10-12 Le Zénith. Ok, nous sommes de retour, madame, monsieur, sur ce plateau pour cette deuxième partie de cette émission 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi 4 février 2019. C'est un plaisir non dissimulé pour nous de vous accompagner comme on le fait encore ce matin. On va, pour cette deuxième partie de l'émission, faire une séquence consacrée à vos messages envoyés via les numéros qui s'affichent régulièrement au bas de votre petit écran. Et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Florazé, c'est à vous. Alors, avec cette première réaction qui nous dit Eben Jaurès a aidé Yao Cameroun, rien n'est organisé, raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes, surtout avec des incendies qui sont aussi liés à des mauvaises installations et d'électricité, et puis les sapeurs-pompiers qui arrivent toujours en retard, nous dit-il. Il faut dire aussi que vous voyez le cas de Yabassi. Yabassi n'a pas une caserne de sapeurs-pompiers. Ils partent de Bonabéry pour aller éteindre le feu à Yabassi. D'accord. Alors, si jamais il y a feu. On se souvient encore d'une expertise réalisée par un expert, justement, permettez-moi la répétition, en autologie, donc Isidore Kakeux, qui est lui aussi très engagé dans ces questions de sécurité, sécurisation du territoire. Alors, il expliquait ceci. Il disait, le Cameroun actuellement est dans une situation comme l'a été le Ghana il y a quelques temps déjà, avec un incendie qui avait déclaré donc à Accra, qui avait fait 150 morts à l'époque là-bas. Il dit, le Cameroun est aujourd'hui dans cette même situation parce qu'il y a cette prolifération des stations-service qui fait en sorte qu'on construit les stations un peu partout. Les pompes d'essence sont un peu partout. Donc, même ce paramètre-là est décisif dans la prolifération des incendies tel qu'on pourrait le vivre dans les mois, les années à venir. Monsieur Eric Fopoussi, prenez le carrefour mobile Bonakwama, cherchez. Ça, c'est un cas, les bouches d'incendie au carrefour mobile Bonakwama, si vous en trouverez. Florazé. Carlos a aidé à nous dire que ce sont certaines grosses têtes qui permettent, qui causent ces incendies. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi il est. Parlant des grosses têtes.
Nous parlons des bouches d'incendie. Bon, maintenant, si ce sont les grosses têtes qui font en sorte qu'il n'y ait plus de bouches d'incendie ou que les bouches d'incendie ne soient pas entretenues ou inexistantes, ok, ça c'est une autre affaire. Allez-y, Florence. Oui, j'en réagis ce matin. Vraiment, avec la colère, déjà dans nos ménages, il n'y a pas d'eau, donc nous ne pouvons pas parler de bouches d'incendie au Cameroun. Une autre réaction de Failli à Makepe qui pense que pour les bouches d'incendie, je pense que c'est un vol programmé, car lors de la construction d'une route, on prévoit toujours des bouches d'incendie afin de faciliter la lutte contre les incendies. Là. Et puis on a également le gouvernement, tout simplement, qui n'a pas encore une bonne politique sécuritaire. Ça se situe à 5 mètres des zones de forte promiscuité, des lieux publics et des lieux commerciaux, des centres commerciaux. Ça veut dire qu'à côté de chaque magasin, là on manipule des quincailleries, on devrait penser avoir des bouches d'incendie prêtes à éteindre le feu s'il venait à se déclencher, M. Eric Fopoussi. Oui. Il n'y a pas d'eau, donc pas de bouche d'incendie. C'est un peu comme avec les lampadaires dans nos rues. Oui, autre réaction ce matin. Dans les marchés, les incendies sont causés par les fers à repasser, des tailleurs, autres installations clandestines, nous dit notre cher ami. C'est vrai que c'est important aussi d'évoquer les causes des incendies, mais nous sommes dans une thématique bien précise, dans les bouches d'incendie. Alors, Chalamel, la question de l'entretien aussi, parce que nous faisons comme si au Cameroun, il n'existe pas de bouches d'incendie. Ça existe, mais sauf que ces bouches d'incendie-là sont mal entretenues. Il me souvient que j'ai vu une bouche d'incendie, je pense que c'est sur l'axe qui va à Bessenguela. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens, les commerçants de rue ont transformé ça en... Comment on appelle ça? Un comptoir. Donc il a attaché, je ne sais pas, un fil là. Et il exploite cette bouche d'incendie. Non, il ne sait pas. Donc, sûrement qu'il ne sait pas à quoi ça sert. Donc, à force de voir ça là, il a utilisé depuis des années. Il s'est dit, bon voilà, tant qu'à faire, que j'en profite. Alors, je vais faire un quatrième pilier de mon comptoir. Lorsque vous sillonnez dans la zone de Deido, pas très loin, je pense, des postes là au niveau de Deido, vous allez vous rendre compte qu'il y a un style de bouche d'incendie qui sont enfouis sur le goudron. Vous allez vous rendre compte que la majeure partie des trous que vous évitez généralement sur les axes routiers, c'est des bouches d'incendie. Vous allez regarder, ça ne vaut pas la peine. Les couvercles sont enlevés. Donc je dis, c'est abandonné, M. Eric Fopoussi. Il n'y a pas d'entretien. Mais ceux qui mangent l'argent de la maintenance sont là. Ils sont connus. Quand on ouvre une enquête sur ces 2 dernières années, on ne parle pas loin, M. Eric Fopoussi. Ces 2 dernières années, lors du budget, ceux qui consomment le budget alloué à la maintenance, quand on se rapproche d'eux, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils claquent cet argent, M. Eric Fopoussi, tous les week-ends. Florazé, à vous. Voilà, le Cameroun est un pays tout simplement qui passe par beaucoup d'impasses et tout surprend tout le monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Élysée, depuis Loubaba réagit. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Cette femme n'oublie pas ce que dit la Bible. La fin d'une chose vaut mieux son commencement. Vaut mieux que son commencement. C'est chant. Voilà. Autre réaction ce matin de Jonas Ayagua qui dit « Fini la corruption », donc qui égale aussi à terminer tout problème qui puisse nuire au développement du Cameroun. Foula Jonas qui réagit à Ayagua. Donc si on réussit à contenir la corruption. Cette femme n'a pas raison parce que pendant tout ce temps, elle n'a rien compris. Donc elle n'est pas la femme ni l'épouse du monsieur. D'accord. Je dirais qu'elle est chanceuse. Ok, on va lire un dernier message, Florazé, allez-y. Alors, oui, un dernier message. N'encourageons pas l'irresponsabilité. L'homme est
Hein, l'homme est le chef, je dirais, dans un tel cas, l'homme n'a pas raison à 60%, on dit cette réaction par rapport à l'histoire du jour. D'accord, merci beaucoup. Avec vous, on va rester dans ce jeu de ping-pong entre vous et moi ce matin et prendre la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. Oui. Deux informations pour cette journée, la toute première déjà durant tout ce week-end. Ils ont quitté donc les cellules du GSO où ils étaient détenus. Donc il s'agit de Théodore Chopa et de David Eyengue. Voilà, c'est deux hommes de médias qui donc travaillent pour le compte du quotidien Le Jour. On rappelle qui avait donc été interpellé le 28 janvier. Donc, dans le domicile de l'honorable Albert Zongan, ici même à Douala. Donc, c'est effectif. Et même sur les réseaux sociaux, l'information a tellement circulé. On rappelle quand même que c'est une libération obtenue, entre autres, grâce à pas mal de démarches entre le jour même et le syndicat national des journalistes du Cameroun auprès des autorités de police judiciaire, Eric Fopoussi. En rappelant que nous avons eu ces deux valeureux journalistes même à Bonjour chez vous le matin à la radio 93 FM qui ont également témoigné et décrit les circonstances dans lesquelles ils ont donc été interpellés. Donc pour eux, ils sortent de cette situation très courageux et ainsi n'hésitent pas à recommencer une telle initiative. On pense encore tout simplement au musellement même de la presse au Cameroun et on a eu pas mal de réactions vives sur la toile qui ont quand même permis cette libération, Eric Fopoussi. Alors, on va également avoir une pensée pour tous ces journalistes qui bravent tous les jours les obstacles pour informer les citoyens camerounais parce que le journalisme, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller récolter les informations, les recueillir. Et donc, et pour cela, ce n'est pas un long fleuve tranquille puisque vous avez des personnes qui pensent toujours qu'ils doivent cacher les choses, qu'ils doivent mettre le voile sur les choses. Mais il faut quand même interroger au Cameroun cette facilité que nous avons dans ce pays à refuser à certaines personnes la qualité de journaliste parce qu'il vous souvient que nous l'évoquions encore ici vendredi, que le ministre de la Communication René Sadi dans une interview accordée à une radio internationale disait clairement que ces deux-là, David et Théodore, n'avaient pas commis de délit de presse, mais qu'ils avaient été donc arrêtés comme des manifestants. Alors là, c'est une grande question d'école, puisqu'il faut qu'on soit d'accord. Vous avez donc cette information qui vous est relayée, que le domicile d'Albert Zongan est en état de siège. Vous avez l'information. Vous allez donc vous enquérir de la situation. Vous pouvez rester chez vous ou dans votre bureau. Vous faites des fake news sur Facebook. Voilà. Mais vous décidez, en tant que bon journaliste, d'aller sur le terrain pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'est ça le problème. Et donc, ils sont arrivés là-bas. Et donc, voilà, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. On les a donc embarqués. Alors, l'autre question que je voudrais qu'on soulève sur ce plateau ce matin, c'est de savoir, on est un peu habitué à ces libérations sous caution. Je rappelle qu'il y a une résolution des Nations Unies qui sont claires et nettes. Lorsqu'on a, on peut dire par inadvertance, parce qu'on peut comprendre qu'il y peut y avoir erreur sur la personne, lorsqu'on a embarqué des journalistes dans l'exercice de leur fonction, c'est une résolution de l'ONU, lorsque vous vous rendez compte, quelques temps après que ces journalistes-là sont effectivement des journalistes, vous devez les libérer immédiatement, sans aucune autre forme de procédure. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On vous libère sous caution, et c'est bien après qu'on vous concède les poursuites contre vous. Donc il y a ce problème qu'il faut relever dans l'exercice de notre métier au Cameroun, qui est très compliqué, ça on le sait, mais on peut aussi respecter les conventions auxquelles nous sommes État partie, État membre. Alors bon, Robengan, on va dire quoi? Une petite victoire pour la presse, comme qu'on a lu ici et là, après cette libération de Théo et Davido? Non, moi je pense plutôt que c'est une grande victoire pour la mobilisation de la presse, et au premier rang duquel le syndicat national des journalistes du Cameroun. Une grande victoire. Mais sauf que je ne suis pas d'accord avec vous dans votre première raison. Non,
les journalistes, ces deux, étaient au bon endroit et au bon moment. D'accord. Oui, ils étaient au bon endroit et au bon moment. Et ça, c'est rare, justement, que cela arrive. Et comme cela leur est arrivé, et le ministre de la Communication et le président du Conseil national de la communication le savent d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont procédé à ce que vous avez dénoncé justement tout à l'heure. C'est-à-dire que libération sous caution. Ça veut dire qu'en fait, les charges qui sont retenues contre les 8 ou d'une dizaine qu'on a déjà inculpées, insécurité, voilà, atteinte à la sécurité de l'État et tout ça, les sont coupables justement pour empêcher à ces journalistes de parler. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on les arrête, on les identifie comme on a identifié tout le monde. Oui. On ne les libère pas, justement, et on les conduit de cette manière, la manu militare. Et pour le journaliste, même si vous avez arrêté, vous avez confisqué ses téléphones portables, il n'a pas de papier, il n'a pas de crayon à billes, mais il a sa tête, il a ses yeux. Et ils vont faire justement ce que recommande le compte rendu dans sa profession. Choses vues et entendues. Donc là, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Mais comme ils ne peuvent pas parler, parce que ils restent encore ils sont encore, disons, en exploitation, parce que les autres, on a arrêté, ils ne sont pas encore inculpés. On leur dit, vous ne pouvez encore rien dire. Et là, j'apprécie encore leur professionnalisme. Ils ne disaient rien. Ils étaient détenus. Dans quelles conditions étaient-ils détenus? Dans quelles cellules? Ils préfèrent ne rien dire. Attendons donc le jour où ils seront définitivement, j'allais dire, blanchis. Ils vont nous faire leur carnet de route. D'accord. Et là, je pense que ce sera bien. Mais sauf que le gouvernement nous amène à ne pas pratiquer le métier. C'est là le danger. Le Conseil national de la communication nous dit d'ailleurs qu'il faut faire le journalisme de communiquer. C'est-à-dire, n'allez pas sur le terrain, restez dans vos salles de rédaction, attendez le communiqué du porte-parole du gouvernement. Vous allez relayer. Dans le cas contraire, vous ne pratiquez pas votre métier. Donc, en fait, M. Peter Essoka et ses amis nous recommandent de faire la communication gouvernementale. Ils nous empêchent de pratiquer le métier. Et là, je dis à ces journalistes et à vous autres, justement, faites tout le contraire de ce que recommande à l'heure actuelle M. Peter Essoka et le Conseil national de la communication. Je dis bien tout le contraire. Si vous voulez faire le journalisme, ça veut dire qu'en fait, on veut, j'allais dire, embastiller les journalistes. C'est un combat, il faut le savoir. C'est un combat qu'il faut faire. Un combat perpétuel. Un combat perpétuel jusqu'à ce que la démocratie soit ancrée, véritablement ancrée chez nous. Donc, d'accord. Alors, parce que il faut qu'on explique un peu aux gens de quoi il en retourne, parce que là, on évoque un cas parce que ce sont des militants d'un parti politique. Imaginez-vous qu'il y a un braquage. On annonce qu'il y a un braquage quelque part, peut-être chez vous par exemple, et que le journaliste à travers des sources, vend de ce qu'il y a un braquage. Il va arriver sur le terrain, il va donc voir parce qu'il a des yeux, et il va entendre parce qu'il a des oreilles ce qui se passe tout autour. Et surtout, on commence par dire, mais qui habite là? Voilà. On dit, c'est tel monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc, il n'attend pas le fake news. Je ne sais pas si c'est le colonel Badiek ou le ministère de la Communication qui va envoyer des tout. Non, mais c'est pas possible. Alors, donc, avec cette histoire de fake news aujourd'hui, et donc ils restent là, ils ont des contraintes de bouclage. On dit, mais on dit quoi dans les réseaux sociaux? Et il fallait donc attendre que le ministère de la Communication et son collègue de l'administration territoriale fassent la conférence de presse vendredi pour vouloir se saisir de ça et faire la une de son journal lundi. Mais non, ça, ce n'est pas du journalisme. Voilà, donc il faut attendre que les autorités officielles fassent un communiqué pour rendre compte des faits. Donc au final, on demande aux journalistes de rester dans leur salle de rédaction et d'attendre les Et pendant ce temps, l'information sera même partielle et parcellaire. D'accord. Parce que à ce moment, vous pendant tout le week-end, oui, absolument, partiel et parcellaire. Absolument. Vous ne pouvez pas joindre Njongang. Oui. Vous ne pouvez pas joindre M. Kamto. Vous ne pouvez pas joindre aucune autre personne qui était là. Oui. Donc, vous vous fiez à ce qu'à la communication gouvernementale.
quelle information vous allez donc rendre au public? Puisque tout le week-end... Alors que la pratique veut que vous soyez allé sur le terrain, et que vous ayez relayé les choses vues et entendues normalement, et à la fin dire, mais selon le gouvernement, vous dites selon le gouvernement, voilà ce qui s'est passé. Le danger est tellement grand que regardez ce qu'on a fait à Manmana, qui lui l'est connu. Chef d'entreprise, directeur de publication et patron de ce qu'on a détenu. Il les reçoit à quel moment? C'est-à-dire lui-même ne sait pas où se trouvent ses collaborateurs. Il est au courant 4 jours après. Et il les rencontre en 45 secondes. 45 secondes. 45 secondes. Voilà. Ça veut dire que lui-même ne peut pas faire un édito. C'est compliqué. Voilà, alors, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, cette situation, au-delà de ce que Mbomboka dit, pose 3 problèmes. Le premier problème, quelle est la valeur du badge d'un journaliste professionnel? Quelle est la valeur de la carte de presse? Ils sont laissés passer. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je crois, et je fais toujours partie de ceux-là qui ont décrié ce phénomène. On arrive dans une zone, on rafle tout le monde. Lorsque vous présentez devant un policier, je suis journaliste. En principe, il sait que vous êtes là, vous êtes en train de faire un travail. Il est censé vous laisser passer. Forte est souvent notre surprise de voir des policiers, parfois des gendarmes, rafler tout le monde en disant on a demandé qu'on rafle tout le monde, rafle. C'est là-bas que vous allez vous expliquer. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des séminaires. Et les séminaires organisés par les différents organes qui prônent ou qui sont au sommet de la communication, qu'on organise véritablement des séminaires pour former les policiers et les gendarmes. Qu'ils sachent, monsieur, il faut possible. Je les ai écoutés. Ils étaient là dans le cadre de leur travail et ils avaient les documents, ils avaient des badges qui précisaient qu'ils sont là pour faire leur travail. D'où vient-il qu'on les confonde à des simples militants ou à des simples manifestants? Premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, monsieur Rifopoussi, c'est comme le retour à l'envoyeur. Ont-ils eu l'impression, c'est-à-dire ceux qui ont arrêté ces journalistes, que ce sont des journalistes qui roulent pour le MRC? Point d'interrogation. Ce sera le retour à l'envoyeur parce qu'on sait qu'il y a certains organes aussi qui roulent pour, comment on dit, la presse à gage, monsieur Rifopoussi, qui roulent pour certaines personnes haut placées dans ce pays. Cela repose véritablement ce problème. Alors, est-ce que le journaliste donc est libre? Je dis non. Est-ce que le journaliste a la politique de ses moyens? Je dis non. Est-ce que le journaliste doit rester dans sa rédaction attendant les informations? Je dis non. Le combat, c'est sur le terrain. Le journalisme commence à prendre acte, ou le journaliste entre en action lorsque le train arrive en retard. Et justement, ce jour, le domicile de M. Albert Zonga est en état de siège. Il fallait savoir de quoi est-ce qu'il en retournait pour rendre effectivement compte. Aujourd'hui, qu'ils sont en train, ceux d'en face, sont en train de dire, taisez-vous, ne parlez pas à M. Rifopoussi. C'est une façon de dire que l'état policier est rené au Cameroun. On va vous dire ce que vous devez dire, comme l'a dit si bien Bonbon. Et ça, c'est vraiment lamentable pour un pays qui se veut et qui se voudrait émergent en 2035. Qu'on regarde ce qui se passe à côté. D'accord. Il faut dire, et ça c'est pour encore le décrier, que on se rend compte des dérives totalement inadmissibles sur le terrain. D'ailleurs, c'est une constante. Lorsque dans ce pays, vous allez filmer, et les caméramans qui nous regardent ce matin, les cadreurs et tous les journalistes de terrain savent que le plus souvent, lorsque vous arrivez, on vous interdit parfois de filmer. On cherche à prendre votre matériel. Non, on arrête, on ne cherche même pas à prendre, à le détruire. Parce que j'ai vu des gens casser des caméras devant moi. C'est pour vous dire que c'est des indicateurs quand même qui montrent dans quel état nous sommes. Et il faut faire attention parce qu'il y a les discours, mais il y a aussi la réalité. On ne peut pas crier aux yeux du monde que nous sommes une démocratie, un état de droit, et que dans la praxis, on se rend compte de ces dérives que je dénonce à l'instant. Tendance. Le journaliste mérite le respect. C'est Mamie Jube qui vous parle.
Et on ne se lève pas matin pour être journaliste. Nous, comme moi, je suis comédienne, elle ne pas confondre. Parce qu'il y a les gens qui commandent mes photos. Ou ma journaliste préférée, non. Je n'ai pas fréquenté pour être journaliste. Je suis que comédienne. Aujourd'hui, le journaliste d'abord pas à l'école du journalisme. C'est ça, on peut moment. Si j'oublie, dis que j'ai oublié. Le nom de l'école, là, où c'est listing, où c'est listing. Il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup qui comme en BTS et tout. Il y a tellement. Et tu vois, les gars viennent, quand on descend sur le terrain, c'est pour vous donner les vraies informations. La preuve, à Equinox, on donne toutes les vraies informations. Les gens qui passent le temps à casser les caméras, à confisquer, on ne vous filme pas sans demander votre avis. Jamais. C'est que ce n'est pas du Equinox, ça. Pour te filmer, monsieur, est-ce qu'on peut, si vous avez dit, dites. Ce n'est pas comme à la corde au cou. Alors il faut laisser chacun faire son travail. Comme le travail de l'autre est facile là. Vous allez vous asseoir au quartier. Vous faites quoi? Ok, merci. Les journalistes, ils peuvent faire quoi qu'on n'a pas fait. D'accord, c'est bon. C'est la tête. On travaille avec la tête pour écrire. On va passer à l'autre information. Oui, la deuxième et la dernière information. Nous faisons donc un tour dans le sud-ouest avec cette question qu'on se pose si on est déjà totalement, enfin on va vivre à l'annulation totale des villes mortes dans la ville de Buea précisément. On rappelle que le professeur Horace Manga, donc recteur de l'université de Buea, lui-même avec donc mis un communiqué qui a également fait le tour des réseaux sociaux et dans lequel il a appelé tous les membres du personnel, les étudiants même de la même institution à respecter donc le lundi comme étant un jour ouvrable, un jour de travail normal. On rappelle également que ce communiqué a donc été rendu officiel quelques jours même après celui du gouverneur de la région du sud-ouest qui lui-même également demandait aux fonctionnaires d'aller et de respecter ce jour lundi comme étant une journée de travail normale. Est-ce que sur le terrain également cela reste effectif et il faut pousser lorsqu'on sait qu'il y a quand même eu pas mal de manifestations et qu'on est encore en crise dans ces régions. On a même eu le maire Patrick Ekema qui lui-même avait ordonné aux taximens, mototaximens de travailler, de respecter cette journée comme étant une journée normale, Eric Fopoussi. Mais il faut quand même rappeler que les étudiants, bref, les commerçants et autres, les populations de Buea restent encore dans la psychose totale. En tout cas, pour ceux qui vont à Buea, pour ceux qui vont ailleurs, ils savent très bien que ce n'est pas facile d'ouvrir là-bas le lundi parce que, vous savez, vous êtes pris en deux feux. Vous avez donc cette pression mise par les autorités administratives de travailler le lundi, mais il n'y a que lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas à l'abri des représailles de la part des institutions. Donc c'est une équation difficile et c'est un combat. On voit bien que l'autorité administrative a du mal à vraiment se positionner, à vraiment résoudre cette question, mais après, on va dire que ça revient au même. Ce qui va définitivement nous sortir de cette affaire, ce sera clairement la résolution de la crise anglophone, puisque pour l'instant, il faut bien voir qu'il y a ces paramètres-là. Bengan, votre commentaire? Oui, moi je pense que ce soit les chefs d'établissement, comme c'est le cas pour cette université catholique, ou les autorités administratives, j'ai l'impression qu'ils confondent la répression que la population a eue ou alors que la population reçoit et l'adhésion à un certain mot d'ordre. Il ne me semble pas que les populations dans le sud-ouest, notamment et le nord-ouest, participent à des villes mortes parce qu'elles adhèrent au mot d'ordre lancé par des sécessionnistes. Non, elles y ont été contraintes. Ils savent bien que les jours ouvrables au Cameroun, c'est lundi à vendredi. Et samedi, bon, disons, ils ne peuvent pas, pour ceux qui sont fonctionnaires, ils ne vont pas au travail, mais pour ceux qui sont dans le privé, ils vont travailler. Et même certains établissements scolaires ouvrent jusqu'à midi 13h. Ça, c'est connu. Mais aujourd'hui, comment les populations ont été contraintes à observer cela? Donc, et on les a taxés plutôt de sécessionnistes. De complicité au sécessionnisme. De complicité. Et c'est là où ça me gêne un peu. Mais surtout, je reviens pour le cas du maire Ekema. Moi, je proposais même qu'on le mette en examen. Il a, à un moment donné, on avait enlevé certains chefs traditionnels. Il a intimé l'ordre qu'au bout de 48 heures, on devrait les ramener. Et avant les 48 heures, effectivement, ces autorités traditionnelles ont été réunies. Mais on ne nous dit pas aujourd'hui. Est-ce que le maire Ekema
peut instruire aux ambaboches d'obéir à ses instructions. D'accord. Est-ce que c'est ce que ça veut dire en fait? Si ces chefs avaient été enlevés par les ambaboches et qu'ils obéissent à cette injonction du maire de Buea, ça veut dire qu'il doit avoir une connexion avec eux. Mais si c'est lui-même, il les avait enlevés juste pour faire semblant, il faut aussi qu'on sache. Parce qu'à ce moment-là, on aura une clarification. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ou alors il a une milice qui peut, on ne sait rien. Mais ces choses-là doivent être clarifiées. Mais comme vous, je termine, comme vous en disant qu'il faudrait, les populations ont besoin d'une sérénité. Le sud-ouest, c'est le plus grand bassin de production de cacao. C'est mort. La CDC est dans un état, j'allais dire, où elle risque de mettre la clé sous le paillasson. Donc, les populations, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ferment les boutiques les lundis. D'accord. Alors, Charles Hamel. Monsieur Rifopoussi, je vais dire ce que j'ai eu déjà à dire. Lorsque le maire descend, il descend avec des patrouilles ou des jeeps militaires, des jeeps de billes, des gendarmes, des policiers. Il a une escouade qui l'accompagne. C'est là où il marche, vous le voyez marcher en ouvrant les bras pour dire l'effort, il va sceller. Lorsqu'il rentre, il laisse ses populations acquis. Rappelons-nous qu'il allait jusqu'à sceller certaines microfinances, certains établissements bancaires. Il allait jusqu'à les sceller parce qu'ils avaient respecté le mot d'ordre en disant qu'il faut ouvrir. Monsieur Rifopoussi, qu'est-ce qui assure la sécurité des pauvres commerçants qui vont aller ouvrir? Je crois pas que là où le maire vit, ou là où le gouverneur vit, il côtoie ces gars. Ce sont des gars qui vivent dans les quartiers. C'est des gars qui vivent, qui sont, comme on dit, côte à côte avec ces gars qu'on appelle les ambabois, monsieur Rifopoussi. Comment est-ce que la ville est surveillée? Comment est-ce que les différents lieux où les commerces sont ouverts, on vérifie? Est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce qu'il y a des patrouilles dans la ville? Il faudrait qu'il y ait un minimum en termes de sécurité qui soit mis pour pouvoir au moins calmer les populations. Il procède au retrait des permis des chauffeurs taxis. Il procède à l'arrestation des motos, la confiscation des motos et mise en fourrière. Donc, il se balade dans les quartiers, il voit les taxis garés, il récupère. Mais monsieur Eric Fopoussi, qui va aller sacrifier? Dieu seul sait comment les gens font au Cameroun pour pouvoir avoir une voiture. Dieu seul sait comment les gens font au Cameroun pour pouvoir avoir une moto. C'est le devant derrière de beaucoup de Camerounais. Un gars te dit que la moto que tu vois, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est tout pour moi. Je paye la moto si je suis fini. Est-ce qu'il va se risquer à aller jouer ou travailler, rentrer le soir, se coucher, se faire égorger, monsieur Rifopoussi? Je pense que, comme vous l'avez dit, et je vous rejoins, il faut véritablement trouver une solution totale et globale à cette crise, plutôt que d'envoyer les populations. Le jour, c'est vous qui frappez les populations. La nuit, c'est les ambaboys qui les frappent. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, on se souvient encore que le même gouverneur du Sud-Ouest avait à l'époque, d'ailleurs, initié une action visant à décourager ceux de partir de Buea, alors que lui-même, d'ailleurs, on ne sait pas si lui, il est constamment à Buea. Donc, il y a quand même des éléments qu'on est censé aujourd'hui donc avoir pour mieux comprendre la situation. D'ailleurs, c'est pourquoi il ne faut surtout pas confondre le respect de ces mots d'ordre de ville morte à une forme d'adhésion à la doctrine de la sécession. Donc il faut clairement que l'on comprenne qu'il y a ces populations, ces pauvres populations qui sont entre deux feux, le feu donc de l'armée loyale et des sécessionnistes ambaboyeuses qui les guettent chaque fois. Alors on va tendance également dire... Regardez mon corps, la chair de poule m'a fini. La chair de poule veut me finir. Nord-ouest, sud-ouest, vous me découragez. Oui, je suis stressée. En même temps, vous avez enlevé mon totem. Parce que je me rends compte, si vous voyez un totem se balader en journée, c'est que c'est mon totem. Parce que quoi? Je suis fatiguée de vous parler. Vous voulez que je dois me percher sur quelle branche d'arbre? Pour vous parler qu'on doit faire la paix, que la vie n'est rien, rien ne vaut une vie. Waouh, dis donc. Donc jusqu'aujourd'hui, on va encore parler du désordre qui se passe là-bas. Quand même, on a aussi d'autres choses à faire. On a les enfants à nourrir.
On a des choses à faire. Si je meurs aujourd'hui, c'est à moi qu'on va vous prendre. Si demain vous me cherchez, vous ne me voyez pas, descendez dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est que ce sont eux qui m'ont coupé le cœur. C'est que c'est vous qui avez arraché mon cœur. Mon totem va se balader à cause de vous. Je n'ai plus de jujubes à la maison, c'est tout fini. C'est tout fini. Je n'ai plus de jujubes. En temps, je dois marcher avec les jujubes dans mon sac à main. Même dans la voiture, je dois rester avec les jujubes. D'accord. Si tu fouilles ma voiture, à l'heure, tu vois même un jujube, c'est que c'est le jujube de femme là. Je n'ai plus rien. Alors que chaque seconde, j'avais tous les jujubes dans le sac pour vous donner. Je te dis, Florence, j'ai dit que si tu fouilles ma voiture maintenant, tu vois un jujube. C'est le jujube de la sorcellerie parce qu'il n'y a plus rien dans ma voiture. D'accord. On va, avec vous, Florazé, lire quelques messages envoyés par nos téléspectateurs encore ce matin. Voilà. Alors, par rapport à la revue sur Buea, les populations du sud-est sont vraiment prises en otage. On ne peut pas mettre leur vie en danger. Ils sont contraints de respecter ce mot d'ordre. Et je pense que ces villes mortes, c'est un véritable problème et qui doit être résolu, surtout pour les populations qui prennent des mesures pour permettre aux populations d'être en sécurité. C'est Failli de Makepe qui réagit. Voilà. Et il faut également demander de commencer par ouvrir aussi les services publics dans ces différentes villes et localités du sud-ouest et du nord-ouest. Souvenez-vous, les sous-préfets qu'on avait demandé de regagner leur territoire de commandement. Imaginez-vous la suite. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement les populations, il y a aussi que les services publics ont du mal d'ailleurs à fonctionner dans ce contexte. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se dit là-bas, c'est que le dimanche est considéré comme le lundi. Vous avez un dossier à gérer lundi, il est mieux de le gérer dimanche. Voilà. Les populations ne peuvent pas se pavaner n'importe comment, comme les autorités qui vivent également à Buea, car ils n'ont pas les populations n'ont pas de garde rapprochés avec eux. À Buea. La peur est vraiment installée à Buea, et puis depuis tout le monde a peur. A peur. Qui peut accepter de sortir et perdre sa vie? C'est Ebini qui réagit. Dans un contexte comme ça, vous voyez, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a le problème, et c'est une équation compliquée pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, c'est de pouvoir rassurer au maximum les populations de ce que si elles se donnent à cœur joie tous les lundis, parce que ça c'est un lundi, c'est pourquoi on en parle, si elles vont donc justement ouvrir les commerces, tout ce qu'on peut imaginer dans la vie quotidienne d'une ville, soyez-en sûrs qu'on en perdra beaucoup de Camerounais. Et ce n'est pas ça le but, de continuer à sacrifier nos concitoyens, nos compatriotes à l'autel de cette sale guerre. Je reprends ici un terme cher à Achille Mbembe. D'ailleurs, on aime parfois à le rappeler, à le marteler ici, parce qu'on sait tous quelles sont les solutions possible à mettre sur la table. Mais bon, voilà, on va simplement rester dans le choix que le gouvernement a pris et commenter les conséquences, comme on le fait ce matin. Allez-y, Florazé. Parlant de la libération de David et de Théodore, Rodrigue nous dit que le système n'aime pas voir des personnes qui ont la possibilité de nous faire comprendre un certain nombre de choses, des choses cachées. Pourtant, l'obligation, c'est justement d'empêcher donc ces personnes de faire leur travail. Parlons des journalistes. Autre réaction, et nous, le bas peuple, que faire si le gouvernement marche donc avec des soldats? Donc, c'est Ehrenberg qui réagit à Buea. Autre réaction, on n'identifie pas les personnes sur le terrain. Le policier, le gendarme te dit seulement monte dans le camion. Donc, c'est au poste qu'on constate tout simplement. Non, mais c'est ce qu'on a dit sur ce plateau. On a dit qu'une fois qu'on vous a identifié au poste, on devrait vous libérer sans aucune forme de procédure. C'est ce que dit cette résolution que j'ai citée tout à l'heure de l'ONU. Lorsqu'on vous arrête dans le cadre de votre travail en tant que journaliste, vous devez être libéré. Alors, au Cameroun, on vous embarque, on vous place en garde à vue. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mimefo il y a quelques semaines. Ce qui se passe encore aujourd'hui
aujourd'hui avec Théodore et David, c'est qu'ils sont encore sous mandat, sous caution, donc libération sous caution. Ça veut dire que la procédure se poursuit. Ils ne sont pas à l'abri d'une autre convocation. On pourrait les convoquer. S'ils font donc des déclarations un peu tendancieuses, c'est une épée de Damoclès qui reste sur leur tête. Donc, et le danger, justement, ça rajoute le trouble. Les forces de maintien de l'ordre vont donc expliquer comment. Que, par exemple, madame, les journalistes de la CRTV, Françoise Volo, qui a été agressée, est-elle agressée par, j'allais dire, les bandits, les gangsters qui peuvent agresser tout le monde? Ou alors, elle est un cas de représailles. Voilà, c'est un cas de représailles. Donc, il ne faut pas qu'on y apporte la confusion. C'est pour cela que ces deux journalistes arrêtés au domicile de M. Zongang, dès lors qu'ils ont été identifiés comme étant journalistes et surtout qu'ils étaient en train de boucler leur journal à la police judiciaire, la direction de la police judiciaire du littoral, on aurait dû les relaxer purement et simplement et continuer avec les autres. Et vous les maintenez pendant 4 jours. Même leur directeur de publication n'est pas au courant de rien. Et vous allez justifier ça comment? En disant que non, s'il n'y a pas de répression, c'est une répression qui est même barbare. D'accord. Oui, allez-y, Florazé. Oui. Narcisse Eka Lobeb a dit nous vivons dans un pays d'interrogation. La carte de presse a une valeur de passeport diplomatique. Bon, c'est ce qu'il nous dit. Autre réaction ce matin. Liberté ne veut pas dire libertinage. Je ne sais pas où je l'ai lu là. Bon, bref. Il y a une société également de transport qui... Enfin, ça ne respecte pas le thème de ce matin. Donc, c'est vraiment regrettable pour le Conseil national de la liberté ne veut pas dire libertinage. Ça veut dire quoi pour un journaliste? Ça veut dire quoi pour un journaliste? C'est-à-dire que le libertinage, c'est quitter la salle de rédaction, aller sur le terrain et donner les vraies infos. C'est ça le libertinage? C'est une réaction. C'est l'amalgame qu'on veut créer. Faisons attention de ne pas tomber dans ces pièges, surtout vu le contexte socio-politique au Cameroun actuellement. Il vaut mieux ne pas trop s'épancher sur ce type de polémique qu'on souhaite créer. Il faut dire que le Cameroun a des lois qui concernent les libertés. Il faut simplement les respecter. D'autres commentaires, vraiment, nous n'en voulons pas. On va tout de suite prendre Consti Lamine qui est avec nous sur ce plateau encore. Ce matin, Consti, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour de nombreux téléspectateurs, bonjour encore en cette belle journée du 4 février 2019, d'accueillir le concept Salaka et de commencer les ventes ce matin par la sécurité, par la prévention routière avec bien entendu les gyrophares de signalisation qui sont donc ces appareils, qui sont donc ces éléments de sécurité qui nous permettent aujourd'hui d'être à l'abri des accidents, qui nous permettent de pouvoir alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Alors tous ceux qui me regardent en ce moment à la maison, vous êtes titulaire, vous avez une voiture, vous avez une moto, même un vélo, pourquoi pas? Il faudrait bien entendu avoir son gyrophare de signalisation. Imaginez un seul instant, vous êtes en plein carrefour, vous êtes en plein axe lourd, vous êtes victime d'un accident, vous êtes victime d'une panne mécanique, vous êtes victime d'une panne électrique, ou alors vous voulez changer votre roue, que d'utiliser les touffes d'herbe, que de poser les morceaux de parpaing ou les morceaux de bois sur la route. On sort tout simplement son gyrophare de signalisation qu'on accroche sur son véhicule ou alors qu'on peut même poser sur le sol. Oui, ce gyrophare de signalisation joue un rôle très important. Il permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Ainsi, on est à l'abri de certains accidents. Voilà donc quelques conseils liés à l'utilisation de ce gyrophare de signalisation qui interpelle tout le monde ce matin. Chacun devrait l'avoir, bien entendu. Que vous soyez titulaire d'une moto, titulaire d'un camion, d'un bus, d'un taxi, d'une voiture personnelle ou alors d'un vélo, chacun devrait avoir son gyrophare de signalisation qui est vendu par le concept Salaka au magasin 1001 tapis. Le prix, bien entendu, est de 6 000. Mais comme nous sommes toujours en période de lancement, nous allons permettre à tous ceux qui vont le commander de l'acheter à 5 000 francs seulement. Oui,
un gyrophare de signalisation neuf, un gyrophare de signalisation d'origine américaine, un gyrophare de signalisation pas comme les autres, vous l'avez à 5 000 seulement. Ah ben oui, c'est donc l'occasion de l'avoir. Plus que jamais, on peut acheter 2, on peut acheter 3, on peut acheter 4 selon sa disponibilité financière, mais retenez que le prix unique de ce gyrophare de signalisation est de 5 000 francs seulement. Et notre avantage, il possède également une lampe torche. Oui, quel est le rôle de la lampe torche? Imaginez en pleine nuit, vous avez besoin, c'est-à-dire de vérifier votre moteur, vous voulez changer votre roue, que de laisser allumer vos phares pendant longtemps, ce qui va décharger votre batterie. Vous allumez tout simplement la torche sur votre gyrophare de signalisation et qui vous permettra de pouvoir éclairer là où vous êtes. Ainsi, vous allez utiliser votre torche tranquillement. Voilà donc des avantages liés à l'utilisation de ce gyrophare de signalisation que voici, que vous retrouverez au magasin 1001 tapis au prix de 5 000 francs. Je rappelle que nous sommes encore en pleine promotion. Nous sommes en période de lancement. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. Courez dès à présent au magasin 1001 tapis et achetez votre gyrophare de signalisation au prix de 5 000. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin peuvent tout simplement appeler le numéro de téléphone et passer leur commande, quel que soit vous êtes. Vous êtes à Garoua, à Maroua, en Gueule-Mendouka, au Gabon, au Tchad, en RCA. Retenez que le même prix, le prix ne change pas. Il est de 5 000 votre gyrophare de signalisation. Appelez et vous serez livré. Comme dirait quelqu'un, mieux vaut tard que jamais. La sécurité n'a pas de prix. Prévenir vaut mieux que guérir. Et aujourd'hui, prévenir, c'est avoir son gyrophare de signalisation. Merci beaucoup, Constilamine. Madame Béchier, on va tout de suite prendre l'interpellation de ce lundi 4 février 2019. À tout de suite. Pour moi, pour le développement et le progrès de notre pays, il faudrait que l'État vraiment se batte pour augmenter pour trouver le travail, pour que le taux d'embauche augmente, parce que là, ça ne va pas. Quand on constate que les bensikineurs sont remplis dehors et ils ont des diplômes dans les poches, ça ne va pas. C'est parce que le salaire qu'on propose est très bas. Et ils ne peuvent pas soutenir, prendre en charge toute une famille, des enfants, des responsabilités pour un salaire insignifiant. C'est pourquoi vous allez les voir se déverser dans la rue, être bensikineurs, bref, faire tout sans utiliser vraiment les diplômes qu'ils ont obtenus à l'école. Il faut véritablement que ça change. Voilà, on a attentivement écouté la compatriote. Quel est le commentaire que vous faites de son interpellation ce matin, Mauro Bengane? J'allais dire la pitié. La pitié, pour revenir au propos de Achille Mbembe auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Il avait accordé une interview, je pense que ça faisait partie de ses derniers voyages au Cameroun en juillet 1993. Il a terminé en disant, je cite, « À notre époque, les jeunes se battaient pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, ils sont les forçats contre la mort. » Fin de citation. Donc en fait, parler même de métier de moto-taxi, ça fait mal au cœur. Est-ce que c'est un métier? J'en doute. Mais on veut dire qu'en fait, peut-on parler de sous-emploi? Parce qu'il a fait allusion aux salaires qui sont bas dans l'entreprise. Oui, mais précisément également parce que ceux qui sont considérés comme les opérateurs économiques ne sont pas accompagnés par le gouvernement pour effectivement procéder au recrutement nécessaire. C'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, elle lie cela au développement. Elle dit qu'avec ça, on ne peut pas atteindre le développement souhaité. Non, non, jamais. Même si Jésus, Mahomet et Bouddha se rencontrent au ciel, ils ne pourront pas. On ne peut pas atteindre ce développement. Parce que ça ne viendra pas, même s'il y a une assemblée générale des anges et tous les saints du ciel. S'il n'y a pas de mesures incitatives ici, on n'atteindra pas le développement. Voilà, donc il faut, on va le dire, hein, nous sommes nombreux, on va dire que le continent africain est riche
en termes de nombre, mais il va falloir tirer profit de cette richesse démographique en faisant travailler justement ces êtres humains-là africains. Donc c'est la question qu'on pourrait se poser également au Cameroun, pour le Cameroun, avec cette jeunesse à la fleur de l'âge et qui au final se rend compte qu'on lui dit tous les jours qu'il y a beaucoup à faire, c'est ça? Non, c'est-à-dire que vous avez un pays où tout est à faire, mais vous n'avez rien à faire. Voilà, d'accord. Donc tout est à construire. Tout est à construire, mais vous n'avez rien à faire. Mais il n'y a rien à faire dans un pays comme le nôtre. Alors, Consti Lamine, une fois de plus avec nous ce matin. Bonjour. C'est à vous une fois de plus. Bonjour Eric, merci de me passer la parole une fois de plus pour vendre la poêle Red Copper. Oh là 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 là, Eric, rien qu'entendre le nom de la poêle Red Copper, on a envie de la voir à la maison. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de ceux-là ou celles qui ne l'ont pas encore à la maison. C'est une horreur totale. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'acheter n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser des poêles déjà utilisées. Quand on sait qu'il y a la qualité au concept Salaka, quand on sait qu'il y a la qualité au magasin 1001 tapis, et cette qualité, c'est bel et bien les poêles Red Copper que voici. Vous les avez à 14 000 francs. Une magnifique poêle. Elle est spacieuse, elle est élégante, elle est stylée. Elle ne colle pas. Ah ben oui, elle est également rapide dans la cuisson. Ceux ou celles qui aiment, bien entendu, des plantains frits ou alors qui aiment le poisson à la poêle, c'est donc un élément de cuisine important pour la réalisation du poisson à la poêle. Des crêpes, encore appelées panquettes, ou alors des omelettes. Et ceux qui aiment dans les gâteaux, c'est l'occasion plus que jamais de la voir à la maison, parce que cette poêle, je vous le dis en toute vérité, c'est vraiment de la qualité. Oui, c'est vraiment de la totale. C'est vraiment Maniakama Lambo. Donc chacun devrait l'avoir à la maison. Une poêle qui ne colle pas, une poêle qui est stylée, une poêle qui est spacieuse, une poêle qui est légère, une poêle qui est neuve et qui en plus, dans son emballage, dans le carton, vous l'avez à 14 000 francs au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a ces gants de cuisine. Oui, c'est des gants de qualité. C'est des gants faits à base de silicone. C'est des super gants. Vous les avez à 5 000 au magasin 1001 tapis. Quel est le rôle de ces gants? C'est pas pour aller porter les parpaings. Non. C'est pas pour aller salir puiser de l'eau. Non. C'est des gants de cuisine. Vous les avez uniquement pour une utilisation à la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sécuriser nos doigts. On a besoin d'éviter d'être brûlé. Avec les gants de cuisine, on est non seulement élégant dans sa cuisine, mais également, on est à l'abri de tout ce qui a comme brûlure liée à la cuisine. Imaginez un seul instant, vous êtes en train de faire le poisson à la braise. Vous voulez bien entendu retourner votre poisson, que de le détruire avec, c'est-à-dire avec le couteau ou alors avec la cuillère. Vous allez tout simplement prendre votre poisson, le retourner nyangalement, ainsi vous ne serez pas brûlé. On veut retirer, bien entendu, le miandon dans la marmite. On veut sortir les œufs dans la marmite en pleine cuisson. Utilisez vos paires de gants, super gants que vous avez à 5 000 au magasin 1001 tapis, situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux des téléspectateurs qui ont besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, notamment la poêle Red Copper, cette poêle présidentielle, cette poêle de qualité supérieure, cette poêle nyangalisée, et bien entendu la paire de gants, vous débousserez la somme de 16 500 francs seulement. Je dis bien, l'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire de gants vous revient à 16 500 francs. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, comme j'ai l'habitude de le dire, vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Vous passez votre commande et vous serez livré. Parce que le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains et même dans les pays européens, parce qu'on a des clients qui nous appellent des États-Unis d'Amérique, qui nous appellent de la France et qui commandent les articles depuis le Cameroun. C'est donc ça la particularité du concept Salaka. N'hésitez surtout pas,
Commandez dès à présent votre Poiret Copper au prix de 14 000 francs, votre paire de gants au prix de 5 000 ou alors l'ensemble à 16 500 francs et dites merci et bienvenue à la bonne qualité à la maison. Merci beaucoup et à demain. Merci beaucoup. Courtilamine, madame, monsieur, toujours au cœur du 10-12, le Zénith, Florazé. On fait de nouveaux recours à vous pour les messages reçus. Alors, certains incendies sont occasionnés pour rétablir l'ordre, surtout dans les marchés des grandes villes du Cameroun. C'est Ndida Jérémy qui réagit depuis Ngaoundéré. Autre réaction d'Herman depuis Yaoundé. Platon a dit que nous ne créons pas la société pour qu'une partie de la population soit heureuse, mais que toute la société soit heureuse. C'est Herman qui réagit depuis Yaoundé. Il faut dénoncer les manœuvres, toutes les manœuvres qui sont qui prospèrent sur les réseaux sociaux et qui encouragent le tribalisme. Je sais pas quoi c'est. Alors j'espère que les journalistes vont continuer pour nous donner des informations cachées qui circulent également dans notre cher et beau pays. C'est Kaltoumé de Makéa qui réagit force aux journalistes. Ils sont frustrés. Ils ont encore de les informations. Comment la frustration? Alors une autre réaction, une interrogation. Moi je ne savais même pas qu'on avait des bouches d'incendie au Cameroun. Alors, pas de liberté d'expression. Autre réaction, pas de liberté d'expression au Cameroun, nous dit Bachirou, qui réagit ici même à Douala. On a l'impression que si on est seul, si on sort tout seul un papier de la rue, c'est Patrice de Yaoundé qui dit justement qu'il a l'impression qu'on est tout simplement seul dans cette situation. C'est pour ça qu'il se réfère. Autre réaction, la violence n'engendre que la violence. Le Cameroun a besoin d'être en paix. C'est Força qui réagit. Alors, faire une petite précision, peut-être également un choix délibéré fait sur ce plateau parce que beaucoup lisent comme nous avec intérêt tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux à travers la haine tribale. Nous ne ferons pas ce débat-là. En tout cas, on n'a pas vocation à faire ce type de débat. Le Cameroun est un pays, jusqu'à preuve du contraire, qui vit avec donc la concorde entre les communautés. Ça se voit au quotidien. Chacun de nous sur ce plateau a au moins 3, 4 à 5 amis ou 10 ou voire 20 amis, meilleurs amis qui viennent d'autres régions du Cameroun sans que cela ne crée aucun souci. Donc c'est, on va le dire, ceux qui veulent agiter ce manteau, ces peurs-là, c'est à eux que reviennent justement ce type de débat. Nous pensons clairement que le Cameroun est un pays qui a donc cette richesse et cette diversité qu'il faut absolument préserver et ne surtout pas laisser le flanc donc à toute cette division. Et ensuite dire aux gens que nous sommes entre frères au Cameroun, on peut se dire des choses sans tabou, sans que forcément cela n'entraîne la haine et l'incitation donc à la violence. Merci beaucoup Florazé, merci à vous sur le plateau, Chalamel Bachou, Boro Bengan, Tendance que madame, monsieur, tout ce beau monde vous donne rendez-vous demain pour toujours une émission entre 10h et 12h pour construire un Cameroun meilleur, pour construire un Cameroun de paix, de vivre ensemble consolidé. Alors, comme vous le savez, à demain et que Dieu bénisse le Cameroun.